Dernier rendez-vous pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi avec Stéphane et Prisca. Nous allons parler d'un grand homme, mais nous parlerons également de culture aussi. Il y aura aussi la musique. Bonjour Prisca, bonjour Stéphane, bonjour Prisca. Bonjour Mireille, bonjour Stéphane, bonjour à ceux qui sont déjà debout. Comme Mireille vous l'a déjà dit, on va parler d'un grand homme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis déjà dans les apparats. Gabonaise, je suis. Gabonaise, je reste. Bonne matinale à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Mimi, bonjour Ice Baby, bonjour mon peuple et tout ce que j'aime. Et tout ce que tu aimes aussi un peu les sous, même si souvent tu te dis un peu fauché. Pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est le cas aussi. Ouais, bien sûr, j'aime bien les sous lorsqu'il s'agit de séduire, je sais pas, quelqu'une que j'espère faire une vie avec, donc j'espère faire une vie avec elle, peut-être. Voilà. Pas les autres puissances. Ouais, les puissances, voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai proposé tout de suite monnaie de devise, comme elles adorent. Stéphane, tes puissances, si tu leur parles de zone monétaire. Elles ne seront pas contentes parce que déjà, elles aiment juste encaisser l'argent. Maintenant, la réflexion autour de l'argent, c'est un peu chaud. Donc, du coup, je pense pas que ça va être bien pour elles, quoi. Ah bon? Ouais, bien sûr, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien juste recevoir les sous sans comprendre le mécanisme, ce mécanisme fonctionnement, comment d'un pays à un autre, comment on fait pour gérer ce fonctionnement économique basé sur une même monnaie, voilà quoi, sur une même région, qu'un système économique. C'est des questions vraiment qui cassent la tête des puissances parce qu'elles aiment juste sans savoir pourquoi, quoi. Elles récupèrent juste et puis elles font leur truc. Parce que justement, nous parlons de zones monétaires. Il existe plusieurs zones monétaires en Afrique et il y en a deux principalement, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Oui, bien sûr, on peut parler de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, étant donné que c'est déjà situé géographiquement. Parce que la zone monétaire, c'est une zone géographique dans laquelle on peut établir une monnaie unique. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il y a une monnaie unique en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Oui, à la zone monétaire ouest-africaine, la zone monétaire de l'Afrique centrale, qui utilise bien sûr le franc CFA. Ouais. Les deux zones utilisent le franc CFA. L'un est émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et l'autre par la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Et devant votre petit écran, justement, nous allons ensemble voir ces zones monétaires. Alors, on va commencer par voilà, donc ces différentes zones monétaires, nous parlons tous les jours comme ça, ou d'une monnaie, ou d'une zone monétaire, ou même nous faisons le focus sur une monnaie pour pouvoir permettre à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, de découvrir comme ça une monnaie ou une devise selon ou tout ce qui se passe autour du système un peu économique. Oui, c'est très important vu que déjà l'Afrique centrale est un pays qui est carrément, je dirais, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, où presque tous les pays, je dirais même tous les pays d'Afrique centrale utilisent le franc CFA. Et donc, c'est carrément, donc la zone monétaire d'Afrique centrale, justement, est carrément bien, le CFA couvre tous ces pays, quoi, tous les pays. De la CEMAC. Ouais, la CEMAC. Entre-temps, on sait que dans des pays comme par rapport à l'Afrique de l'Ouest, il y a des pays où quand même il y a eu des, comment dire ça, de changements. Comme exemple, on a pris le cas de la Guinée-Bissau d'abord qui était au pesos. Qui était en pesos, qui est devenu en franc CFA. Voilà, quoi. On a d'ailleurs aussi le Mali qui utilise le franc CFA. Il y a quelques années, le Mali avait justement mis en circulation le franc malien. C'est vrai, ça n'a pas duré. Et ils sont revenus au franc CFA. Ouais, mais donc, bon, c'est vrai qu'en l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que moi, je parle toujours d'un peu de division monétaire, parce que ils n'utilisent pas tous le franc CFA aussi en Afrique de l'Est. Là, c'est vrai qu'on parle d'une zone économique précise. Oui, on parle d'une zone économique, mais je parle de la géographie, je parle de la géographie du continent. Que l'Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est vrai qu'il y a une zone qui permet
comment dire ça, qui permet de gérer un peu tous les pays de la zone franc. Mais il n'en est même pas moins qu'il y a d'autres pays d'Afrique de l'Ouest qui ont d'autres monnaies. En Afrique centrale, monnaie carrément bien implantée carrément. Ça dure tous les pays. Même le pays qui parle pas le français, la Guinée équatoriale, ils sont dans le franc CFA. Donc voilà, quoi. D'accord. Et puis on va continuer, Stéphane, notre première musique du jour. Oui, bien sûr. Notre première musique, c'est une musique gabonaise qui a quand même qui a fait parler d'elle positivement parce que franchement, la tradition avec des rythmes aussi un peu modernes, c'est très important dans la musique. Donc on va aller avec la première musique. Voilà, la musique traditionnelle gabonaise, Prisca. Oui, j'ai apprécié Muyanga avec leur coup de rein. Muyanga plus. En façon de danser, moi j'apprécie beaucoup et le rythme est très 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 dansant. Et c'est justement, c'est la danse lingala, c'est une danse traditionnelle qu'on retrouve dans le sud du pays. Là, c'est vrai que Muyanga plus, c'est la province de Logoué Lolo, mais cette danse se retrouve dans d'autres provinces. C'est la danse lingala, une très très belle danse et les costumes étaient magnifiques, tout était bien fait, la nature et tout le reste. Il faut dire que Stéphane, au Gabon, la musique traditionnelle est très... Elle a toujours été très écoutée, elle a toujours été très présente. Oui, en fait, pour le cas du Gabon, elle est riche, la musique traditionnelle gabonaise, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies et chaque ethnie a sa couleur musicale. Et ce qui est riche, mais le problème, c'est que, à mon sens, que la musique gabonaise ne s'exporte pas assez, en fait. C'est-à-dire qu'on reste... la musique traditionnelle gabonaise ne s'exporte pas assez. Voilà quoi, c'est-à-dire que si tu vas même à l'autre bout du monde, à part si tu sors du pays et tu écoutes la musique gabonaise, ça veut dire que c'est un Gabonais qui écoute vraiment un morceau gabonais qu'il a ramené du pays ou bien voilà quoi. Mais elle n'est pas vraiment encore écoutée mondialement et c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment riche et il y a du potentiel. Donc moi j'estime qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de regarder la musique gabonaise et d'essayer de trouver un réseau, un circuit afin qu'elle s'exporte et que tout le monde juge la musique gabonaise à sa juste valeur. Peut-être une manière de faire, par exemple, en utilisant les instruments traditionnels. Non, tout est... En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que tout est déjà là. Tout est déjà là. C'est de l'art. C'est vraiment de l'art. C'est bien fait, c'est bien pensé. La musique gabonaise est très bien pensée. Maintenant, après, c'est faire en sorte que peut-être quelqu'un qui se trouve à l'est de l'Éthiopie l'écoute. Comme exemple, moi, j'écoute Viviane Labingui ici tous les jours. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce domaine-là. Comme nous, on écoute des rythmes sud-africains tous les jours que je fais découvrir aux téléspectateurs. Donc, c'est un peu... Comme des morceaux à base de kora qu'on écoute un peu partout. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule face à la musique gabonaise. Elle est très intéressante, très riche, mais il faudrait qu'on trouve un réseau, un fonctionnement qui permet de l'exporter mondialement, quoi. Voilà. On parle de musique gabonaise, on parle de tradition, tout simplement pour introduire Prisca, l'hommage au président Omar Bongo Ondimba. Demain, c'est le 8 juin. Et nous, en prélude au 8 juin, nous rendons hommage aujourd'hui au président Omar Bongo Ondimba. Oui, le président Omar Bongo Ondimba, comme tu venais de le rappeler, qui est parti un 8 juin et un 9 juin, je pense bien. 8. Le 8 ou le 9 8. Bon, le 8, le 9. Donc aujourd'hui, on rend hommage à ce grand homme, à ce père de la nation, à ce sage, il faut le dire ainsi. C'est une façon de dire que les morts ne sont pas morts. Ils vivent toujours parmi nous et qu'il faut s'en rappeler. Des bons moments, des mauvais moments aussi, parce qu'on n'est jamais tout à fait parfait. Si on a des choses à lui reprocher, on a aussi beaucoup à valoriser de sa personne. Et on veut garder le meilleur de sa personne. Un hommage, Stéphane, en prélude à ce qui va se passer demain donc, par rapport au président Omar Bongo Ondimba. Ouais, c'est important que lorsque quelqu'un meurt et il a compté pour beaucoup de personnes, c'est normal qu'on fasse un hommage. Les morts ne sont pas morts? Ouais, c'est comme dit le proverbe, le conte africain, que moi j'aime bien, les morts ne sont pas morts. Souffle. Ouais, c'est ça, non? Souffle, voilà. Et donc, comme on le disait, nous parlons de Omar Bongo Ondimba. Il est né le 30 décembre 1935 à Léouaï, dans la province du Haut-Ogooué. C'est dans le sud-est du pays. Un grand homme qui a beaucoup contribué à la médiation, à la paix dans plusieurs conflits en Afrique, quand même, Stéphane, il faut le dire.
Ouais, c'est ce qu'on dit qu'il a, comment dire ça, qu'il a, voilà, Oui, contribuer à la régler paix. des conflits dans beaucoup de pays d'Afrique d'ailleurs. Il a contribué à régler des conflits. Il s'est également impliqué dans, comment dire ça, je dirais dans la lutte anti-apartheid parce qu'il a beaucoup soutenu l'ANC pendant les années d'emprisonnement de Nelson Mandela. Tout ça aussi, nous parlerons de ça pendant cette matinale. Oui, bien sûr. Par contre, ça c'est important de le dire parce que il y a pendant la période de l'apartheid, qui était une situation très dure au sud de l'Afrique, il y avait une réclamation des Sud-Africains par rapport à la solidarité africaine à cette époque. Et le président, justement, gabonais de cette époque, s'est manifesté positivement pour... il y a eu d'autres, hein, mais lui s'est manifesté positivement pour justement se battre, financer les Sud-Africains pour que l'apartheid soit vraiment aboli. Et justement, Prisca, on l'appelait Papa Africa, pour ça, le sage d'Afrique. Oui, justement, le sage d'Afrique, pour, je peux dire quoi, valoriser l'homme de paix qu'il était, parce que c'était d'abord quelqu'un qui prônait la paix en tout et pour tout. Il le disait d'abord, d'ailleurs, lors de ses discours, en disant que je préfère l'injustice à la violence, parce qu'il disait que l'injustice, ça se corrige, alors que la violence, quand ça va dans tous les sens et qu'il y a eu des guerres civiles et autres, et des morts, les morts, ça ne se ressuscite pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger. Et justement, devant le petit écran, pour nos auditeurs de la 91.0, donc des images du feu président Omar Bongo Ondimba et du premier président du Gabon, Léomba. Stéphane. Oui, c'est comme tu dis, comme ces images, on voit bien le premier président du Gabon de 1960 à 1965 et le président qui l'a succédé, Omar Bongo, de 1965 à 2009. Voilà. Oui, Mireille, donc je disais, et comme ça on a gardé un panel d'images pour se remémorer de ce grand homme. Bongo père de la nation, Bongo époux, Bongo, je peux dire quoi, l'homme très jovial et autres. Et si on peut regarder l'élément. D'accord. Des images comme ça en musique que tu nous as préparées. Oui, exactement. Alors on y va, Prisca. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ton hommage, qu'est-ce que tu nous proposes? Un hommage à Omar Bongo, comme je le disais déjà, qui valorise le père africain qu'il était, le père de famille qu'il était, le père de la nation qu'il était, le Bongo qui était proche de son peuple, le Bongo qui était toujours souriant, même quand il sermonnait. Et c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure, si c'est possible. Oui, Prisca. Ah oui, comme vous l'avez vu, le Bongo. Moi, particulièrement, j'aimais bien quelque chose avec cet homme. Il était très élégant, toujours bien cintré, toujours bien frimé, et il était toujours souriant. Même lorsqu'il s'agissait de venir sermonner, lorsqu'il y a eu un peu des dérives, il arrivait toujours comme ça, avec des petits mots par-ci. Un moment, vous riez, un moment, il prend un ton dur, il blâme. C'est celui-là qui était proche de sa nation, celui-là qui était là avec nous et tout. Donc aujourd'hui, on se rappelle de lui en gardant ces belles images de lui comme un très bon souvenir. D'accord. Alors, on va continuer, mais cette fois-ci avec le rôle de médiateur. On va un peu comme ça faire le tour de l'Afrique, comme ça, pour découvrir un peu les différents, ces différentes actions de médiation. Doyen des chefs d'État africains, Omar Bongo Ondimba s'est employé à jouer le rôle de pacificateur de la famille dévolue à l'aîné dans la pure tradition africaine. En Afrique, on dit volontiers que l'aîné est un sage. Il a été le médiateur dans de nombreux conflits africains, transformant durant des décennies son pays en plaque tournante de la diplomatie sur le continent. Le président Omar Bongo Ondimba s'est retrouvé sur tous les théâtres de conflit et s'est surtout attaqué à une grande plaie de l'Afrique, la guerre. S'investissant dans une Afrique secouée, cependant, où son pays est demeuré l'un des rares îlots de stabilité.
En août 1977, après avoir accueilli à Libreville le sommet de l'OUA, qu'il a désigné président en exercice de l'organisation continentale pour un an, Omar Bongo Ondimba a été nommé président du comité ad hoc chargé de résoudre le conflit Tchad-Libye. S'appuyant sur son leadership, il n'a plus cessé de s'investir pour trouver une issue pacifique aux nombreux conflits qui se sont succédés en Afrique. Il a initié, à partir des années 1980, une diplomatie vivante et active de médiation dans divers conflits internes et entre États en Afrique. Le sommet de Franceville du 1er octobre 1988, réunissant les présidents angolais José Eduardo dos Santos et congolais Denis Sassou Nguesso, dont les pays respectifs sont en guerre depuis 13 ans, a constitué un tournant décisif. Dos Santos ayant accepté pour la première fois de discuter directement avec Savimbi, une rencontre qui aboutit à un traité de paix historique. Voilà, nous avons eu comme ça listé quelques conflits dans lesquels le président a eu à intervenir pour la médiation. Oui, c'est tout à fait normal, hein, parce que déjà et c'est bien parce que lorsqu'il y a il y a du feu, comme on dit, il y a du feu chez les voisins, si deux voisins se battent, c'est normal que puisqu'on partage une même zone géographique, il est très important et très légitime d'aller essayer de voir les choses, essayer d'arranger les choses au lieu d'y activer, parce que déjà, vu qu'on avait déjà beaucoup de problèmes avec les Occidentaux, dans le néocolonialisme, qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de guerres civiles qui se sont implantées dans des régions africaines. Je pense justement à la guerre d'Angola, je pense justement au Congo à cette époque, et lui, il est venu comme ça pour essayer d'équilibrer les choses afin de résoudre le problème, parce qu'après la guerre, le feu n'a jamais donné quelque chose de bénéfique à l'Afrique. Voilà, donc il a joué son rôle de président, d'homme, de chef d'État, en fait. Oui. Un rôle aussi de sage, et nous continuons toujours presque avec ces actions de médiation, parce qu'il y en a eu énormément sur le continent africain. Véritable plaque tournante des pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre civile en Angola entre l'UNITA de Jonas Savimbi et de MPLA d'Eduardo dos Santos, le président Omar Bongo Ondimba est intervenu dans bon nombre de conflits. Il est d'ailleurs présent sur les photos de nombreuses cérémonies de signature d'accords de paix. Président du Comité international de médiation sur la crise congolaise, il a œuvré pour juguler les violences qui ont secoué le Congo-Brazzaville en 1993, 1997 et 1999. De la crise ivoirienne au contentieux post-électoral malgache, en passant par le conflit entre le président tchadien Idriss Déby Itno et son homologue soudanais Omar El-Béchir, Omar Bongo Ondimba était sur tous les fronts. En 1997, il négocie pour la paix dans l'ex-Zaïre entre réconcilié Mobutu Sese Seko et Laurent Désiré Kabila. Omar Bongo Ondimba a multiplié les initiatives, d'abord à titre personnel, puis à partir de novembre 2000, en qualité de président du comité de suivi institué par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, quand le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, a sombré dans la guerre à partir de 1997. En 2008, en Centrafrique, il a réussi à faire signer, en février 2008, un pacte de réconciliation nationale à toutes les factions qui s'entre-déchiraient depuis plusieurs années. Omar Bongo parvient à mettre un terme à une guerre civile qui durait depuis plusieurs années en Centrafrique en arrachant aux belligérants un pacte de réconciliation nationale. Il négocie également pour la paix au Congo où se déroule une terrible guerre civile entre Denis Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Dans les heures qui ont suivi le décès d'Omar Bongo, lundi 8 juin, plusieurs dirigeants français et africains ont rendu hommage à sa dimension de médiateur. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui aussi salué le rôle clé qu'il a joué dans la recherche de la paix et de la stabilité, non seulement dans la sous-région de l'Afrique centrale, mais également dans d'autres parties du continent. À la recherche de la stabilité, de la paix, Stéphane, il faut quand même cultiver certaines valeurs comme ça pour pouvoir participer à la réconciliation entre deux frères, je vais dire ça comme ça, entre deux frères, entre deux pays frères, entre deux personnes. Oui, cultiver la paix est une valeur parce que c'est comme on dit,
pour diriger la cité, je parlais philosophiquement, Oui. pour diriger la cité, il faut plusieurs vertus, dont la notion de justice, la notion de paix aussi compte beaucoup, Oui. et puis la notion d'équité. D'accord. Tout au long de cette matinale, nous rendons hommage au président Omar Bongo Ondimba. Il est l'heure du journal en anglais. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour chez vous et pour ce vendredi, c'est un hommage au président Omar Bongo Ondimba, Stéphane, et nous allons nous envoler en musique, Oui, comme bien ça sûr. pour souhaiter la bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Avec une chanteuse gabonaise que moi j'aime bien, déjà Seba, que j'adore parce qu'elle a une voix particulière et elle valorise vraiment le patrimoine gabonais. Et même lorsqu'elle chante même en italien, hein, tu ressens toujours le Gabon et pour moi c'est très intéressant. Voilà, donc on regarde Seba. Initiée par l'Institut français du Gabon, la première édition du tremplin Jeunes talents musicaux est un espace dédié à la jeune pépite musicale. Du beatbox au chant lyrique en passant par le rap, le slam, les percussions et instruments traditionnels, au terme de la première épreuve devant un jury impartial, 6 candidats ont su se démarquer. Le rendez-vous est pris pour le 4 juin pour l'épreuve ultime qui les permettra d'accéder à la finale le 13 juin prochain. Le gagnant se verra offrir la scène de l'Institut français du Gabon pour le spectacle de la fête de la musique le 21 juin, puis lui sera offert l'enregistrement de son album en studio professionnel et l'accompagnement pendant 1 an par Ibo Gazik pour la mise en place d'une tournée. Voilà la musique gabonaise, nous étions avec Seba. Oui, bien sûr, Seba Charmaine que moi j'adore. Et c'est comme je disais, elle fait de l'afro-jazz, elle fait du jazz gabonais. Et c'est particulier parce que si tu as le morceau qui vient de passer, Kokoyami, si tu enlèves juste la contrebasse et la batterie, ça te donne un truc gabonais et moi j'aime bien. Voilà. Donc elle a bien mixé les deux. Non, mais rien à dire. Elle deux fait partie de ces artistes gabonais. Moi je dirais africaines. Ces Oui, artistes black même, oui. j'expand parce que. Franchement, parce qu'aujourd'hui, sa musique peut être écoutée partout. Tu es à New York, tu peux écouter du Seba parce qu'à New York, ou à Chicago, parce que Chicago, c'est la maison de temple du jazz. Oui. Si tu es à Chicago, tu écoutes du Seba tranquillement, quoi. Tu vas dans le sud des États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, où il y a aussi le jazz aussi, tu écoutes Seba tranquillement. Tu vas au Nigeria, à Lagos, au Shrine, à la Kalakuta, qui sont fans d'afro-jazz, tu écoutes Seba. Donc, elle fait partie de ces musiciennes gabonaises, justement, qui ont ce feeling qu'afro-jazz qu'on respecte parce que c'est pas facile de jouer ça, quoi. Avec la douceur dans la voix et puis Avec elle la chante douceur dans dans la différentes voix. langues aussi. Voilà, bien sûr. Et moi, j'aime bien quand elle chante en Nzebi, quoi. Ça le fait parce que c'est son truc. Voilà. Oui, Nzebi en mienne aussi, Kokoyami elle chante en mienne, elle chante effectivement en plusieurs langues. Nous continuons, Prisca, à l'hommage au président Bongo, il y a aussi également le côté social. Oui, le président Bongo, comme je le dis depuis le début, que c'était d'abord un père et il était très soucieux du bien-être de la famille gabonaise, de telle sorte qu'on puisse être... si je peux dire à l'aise, je peux dire, disons-le ainsi. D'accord. Tu nous proposes... Oui, un élément de sa politique sociale. D'accord. Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, le doyen, l'appelait-on, le sage pour d'autres, et surtout sur le territoire national, tout le monde l'appelait Papa, Tara, pour montrer cette affection que lui portait son peuple, et vice-versa. Il a d'ailleurs montré tout au long de son règne, le président Omar Bongo apportait une attention toute particulière à la femme, à la jeunesse, à la famille. Déjà à peine porté à la magistrature suprême, que l'éducation est obligatoire et de mise pour tous les sexes, on peut trouver autant de filles que de garçons scolarisés sur l'étendue du territoire gabonais. L'arène politique est ouverte aux femmes, à une époque où certains pays, même occidentaux, ne pratiquent pas encore cette façon de faire. Les femmes accèdent à des postes de responsabilité très élevés, tout comme le niveau scolaire aussi. La politique sociale est palpable au Gabon, et rend les clivages ethniques par la mixité dans le mariage, l'apparition de groupes socioculturels qui ne visent pas d'abord à distraire, mais à renforcer les liens de fraternité entre Gabonais. Une façon de rassurer les Gabonais qu'on n'est jamais mieux que chez soi. La Caisse nationale de sécurité sociale, qui transfuge de la Caisse gabonaise et de prévoyance sociale, est créée en novembre 1975. Elle a pour mission d'assurer la couverture sociale de ses adhérents et ayants droit, et plein d'autres, atouts pour lesquels nous gardons un beau souvenir de l'homme. Nous ne pouvons que dire merci. Omar Bongo Ondimba, à jamais dans nos cœurs.
Voilà la politique sociale du président Omar Bongo Ondimba, la couverture sociale, parce qu'il aspirait à ce que chaque famille gabonaise puisse, dans des normes, s'occuper de sa progéniture, à ce que tous les enfants puissent accéder à l'éducation, à ce que les femmes puissent accéder à des grands postes de responsabilité, à ce que les femmes puissent être au sein des défis auxquels elles n'étaient pas encore confrontées. D'accord. Et puis, en continuant, Stéphane, alors Jackie s'est rapproché de certaines personnalités comme ça pour prendre les témoignages des uns et des autres sur cet homme. Le président de la République, Feu Omar Bongo Ondimba, Elhadji Omar Bongo Ondimba, avait réellement laissé une empreinte en Afrique et dans le pays. Et je pense que ce qu'il a le plus caractérisé, c'est, on va dire, son obsession pour la paix, le dialogue, l'unité. Et comme je l'ai dit lors de la célébration de ses 40 ans de magistère, le 2 décembre 2007, j'avais dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je crois que c'est le don qu'il a le plus caractérisé et qu'il a le plus révélé. Et je crois que c'est ce que nous devons retenir de lui et peut-être en tirer les leçons pour la suite du temps. Écoutez, le président Bongo, je l'ai connu dans plusieurs cadres. J'ai été la présidente des femmes de son parti, j'ai été membre du gouvernement. Il a fait de moi une députée, un président du groupe parlementaire au Sénat, donc je peux en parler facilement. Pour moi, l'image qui reste de ce grand homme, je dis grand homme parce qu'on a l'habitude au Gabon de banaliser nos autorités. Pour moi, c'est un grand homme quand on voit la réputation qu'il a laissée dans la sous-région, un homme de paix, un apôtre de la paix. La réputation qu'il a laissée même en France et dans d'autres pays, je considère que moi personnellement, c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte indélébile dans mon esprit parce que c'est un homme de paix qui a toujours su gérer les situations du Gabon. Lorsqu'il a vu en 90 que ça allait péricliter, il a appelé l'opposition autour de lui pour gérer le Gabon ensemble. Ça, ce n'est pas donné à tous les chefs d'État. Les autres chefs d'État auraient conservé, on dit le pouvoir, pour la majorité garde le pouvoir et les autres contrôlent. Mais lui, il a appelé les autres, ils ont géré ensemble et le résultat a été la paix que nous avons connue. Mais si nous ne marchons pas sur les traces du président, on risque de retomber dans le chaos. On a intérêt à faire très attention. Voilà, alors il s'agissait là du témoignage du pasteur Badinga et de Madame Lasseni, Victoire Lasseni Dubose, qui ont travaillé aux côtés du président. Mais il y a d'autres témoignages, toujours au micro de Jackie. Pour avoir travaillé avec Omar Bongo Ondimba pendant 4 ans, quand j'ai occupé les fonctions de président du Conseil économique et social, je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement un grand homme. C'est un grand homme parce que le président, comme la plupart des Gabonais, encore plus lui, est parti de très très loin. Il a su garder un pays comme le Gabon en paix d'abord, et deuxièmement, il a fait évoluer. Il nous a mis à l'école, il nous a appris ce que c'est que diriger les hommes, ce que c'est que négocier quelque chose, ce que c'est que mettre son intérêt devant par rapport à tout le reste. Et je crois que de ce côté, et surtout le côté culturel. Et c'est en cela que je félicite d'ailleurs votre chaîne. Quand on voyait le président de la République parler du Siba, parler des musiciens, quelque chose que j'ai mis dans mon livre. Donc la culture vend un pays. Et je crois qu'en cela, le président Bongo avait ce flair naturel. Je n'ai pas envie de parler de ses autres réussites, même dans le domaine de la francophonie. À la fin, il était quand même devenu un grand maître du jeu francophone. Et c'est en cela d'ailleurs que tout le monde lui a rendu hommage. Moi, le premier, tous les autres qui l'ont connu savent que nous avons perdu un grand homme. Voilà, c'était là, M. Edmond Okinvélé, des témoignages, Stéphane, des personnes qui ont travaillé à ses côtés. Oui, c'est normal qu'il rende hommage aujourd'hui au président de la République parce que c'était ils ont travaillé à ses côtés. À ses côtés, oui. Et voilà, quoi, ils ont émis des projets, des trucs comme ça, et puis voilà. Ce qu'ils ont gardé de lui, en fait. Ouais, ce qu'ils ont gardé en travaillant à ses côtés durant toutes ces années, en collaborant avec lui.
Oui, tout comme monsieur Okembele venait de le dire, que c'était d'abord un papa et un dirigeant et un leader. C'est ce rôle-là qu'il a joué tout au long de sa vie avec ses proches collaborateurs, en leur montrant le chemin, en leur montrant comment faire, en leur donnant les rudiments nécessaires. Et il faut dire que la belle télévision et radio est dans le complexe audiovisuel Nelson Mandela. Et à l'intérieur de ce complexe, pour les téléspectateurs, vous avez devant vos yeux donc le complexe audiovisuel Nelson Mandela, la Belle TV. À l'intérieur justement de ce complexe, il y a un studio El Hadj Omar Bongo Ondimba, en hommage justement au président de la République. Et c'est dans ce studio que s'est déroulée la cérémonie de la première d'inauguration de cette chaîne. Vous avez les images devant vous. Je parle pour nos auditeurs. C'est justement cette cérémonie d'inauguration qui a inauguré ce studio Omar Bongo Ondimba, qui est situé dans le hall central de la Belle Stéphane, et où on fait effectivement aussi beaucoup d'émissions qui se passent à l'intérieur. Ouais, Mimi, c'est symbolique et c'est un bel hommage qu'a rendu à la Belle Télévision, parce que vu qu'il a compté en Afrique, donc à une salle comme ça qui porte son nom, c'est beaucoup de signification et c'est très symbolique. C'est beaucoup de signification et c'est très symbolique, Prisca. Bien sûr, il faut garder non seulement le meilleur et montrer à la personne qu'elle a compté pour nous. Voilà, et puis on continue notre matinale, Stéphane, toujours l'hommage. Nous allons faire un petit break. Nous allons nous rendre du côté d'un autre pays d'Afrique pour consommer quelque chose. Je vois que tu as faim, ouais, là, parce que depuis le début, tu es complètement... Tu as faim, tu as soif, tu es patatrac. Fais-moi un gros plat comme ça. Prends ton temps, prépare, tu prends tout ton temps, tu vois. Tu prends tout ton temps, tu mets le sel, le poivre, tu vois. Beaucoup de piment. Beaucoup de piment. Tu prends vraiment, tu prépares ce plat avec beaucoup d'amour, tu vois. Donc, t'inquiète même pas, tu prends tout ton temps, tu comprends, pour me faire un bon plat, s'il te plaît. Mais je pense que ce plat, en fait, le plat qu'on va présenter, j'apprendrai à le faire, mais pour l'instant, je ne sais pas le faire. Oui, donc, oui, même pour apprendre, il faut du temps. Donc, prends ton temps, ton apprentissage. D'accord. Voilà. Alors, Prisca, nous allons voyager pour l'instant gourmand. Composé de poisson blanc servi avec du riz blanc et une sauce épicée à base de citron, d'oignons, d'ail, de moutarde et de piment, le caldo est un plat typique de Gambie. Le plat est une variante du yassa, qui est un plat similaire avec du riz et de la sauce épicée, mais où le poulet est la principale source de protéines. Et oui, nous parlons là de la cuisine gambienne. La cuisine de la Gambie est très similaire à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Elle est riche et diversifiée. Elle est fortement axée sur le jambon et d'autres charcuteries, le riz, le manioc, l'arachide et les légumes racines. La Gambie fait partie du cluster des fruits et légumes. Vous avez le choix entre plusieurs menus, accra de morue, mafé, riz, haricots, bananes, plantain. Et vous pouvez aussi goûter à différents jus, hibiscus, tamarin, baobab et gingembre. En Gambie, on mange également le domoda, un ragoût considéré comme plat national. Le domoda est également consommé au Sénégal. Il y a également le bénachin, un plat complet de riz, légumes, viande ou poisson. Les poissons et fruits de mer jouent un rôle majeur dans l'alimentation en Gambie, car une partie de sa frontière se trouve sur la côte atlantique, mais les viandes comme le porc et le poulet sont courantes. Les autres aliments importants consommés en Gambie comprennent les huîtres d'eau douce de la rivière Gambie, les arachides et les céréales comme le millet ou le couscous. Bon appétit! Voilà, c'est un petit saut gourmand comme ça, un petit instant gourmand en Gambie, Stéphane, histoire de faire un petit voyage. Le domoda, beaucoup de choses à manger, du poisson, de la banane, des accras, du mafé. Ouais. Oui, mais c'est bien, c'est la culture gastronomique, elle est bien en Gambie, parce que on va dire que voilà, j'ai vu du poisson, des oignons, de la viande, du riz. Voilà, ils sont tellement riches et franchement, ça donne envie tout simplement de manger. Et puis peut-être de faire un restaurant. Et déjà, ils utilisent aussi beaucoup, j'ai vu, on dirait que la Gambie, ils ont la même végétation qu'en Afrique centrale, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits que je peux voir. Oui, il y a beaucoup de produits, des fruits, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes. Ils mangent aussi beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons et également des légumes secs. Mais comme pour beaucoup de pays en Afrique, Prisca, c'est une gastronomie assez riche et variée.
Assez riche et varié, mais qui se ressemble avec la cuisine africaine en général. Oui. Parce que là, j'ai vu quoi? Des Accra. Des Accra, on les retrouve aussi, je pense, où ça? Non, j'ai failli citer un pays. Les Accra de Niébé, on les retrouve encore dans un autre pays d'Afrique. J'ai vu la salade de choux, j'ai vu des aubergines, j'ai vu le mafé, j'ai vu du poisson grillé. Une cuisine très colorée, très diversifiée, et c'est bien pour la santé. Vraiment très colorée, très diversifiée, bonne pour la santé, et on y mange beaucoup de produits frais. Oui, c'est ça l'avantage aussi. Sanitairement, c'est ça l'avantage. On mange frais, qui dit frais dit quand même un meilleur apport, de meilleurs apports nutritionnels. Stéphane, oui? Non, je disais, c'est vraiment l'apport nutritionnel, et parce qu'on voit que la nourriture elle est variée là-bas. Tu vois, j'ai vu que, parce que est-ce que là-bas ils ont un plat traditionnel? Oui, ils ont le domoda qu'on consomme aussi au Sénégal, parce qu'il faut dire qu'en Afrique, les plats ne sont pas vraiment surtout la Gambie et le Sénégal, on va dire que c'est la même tout à fait. Donc c'est la même, voilà, il y a des cultures similaires, c'est la même culture, et donc forcément on retrouve les mêmes plats, les mêmes saveurs, les mêmes ingrédients avec des petites variantes. Mais c'est la même chose, c'est comme dans tous les pays africains. La Côte d'Ivoire, le Ghana, vous allez retrouver les mêmes plats à la frontière parce que ce sont les mêmes peuples. Bien sûr. Après, parfois, l'appellation peut changer. La façon de préparer aussi le plat peut changer. Mais en ajoutant juste quelques ingrédients locaux, mais d'apparence, le plat, il est le même. Il est le même, tout à fait. Lorsqu'on parle, par exemple, Gabon, Cameroun, on a le nkoumou, qu'on appelle ici nkoumou, qu'on retrouve également au Cameroun, le nkok, voilà. Et il y a aussi d'autres plats qu'on mange dans le nord du pays, qu'on retrouve également au Cameroun sous d'autres appellations. Voilà. Sous d'autres appellations aussi. C'est la même culture. Je crois que je vais appeler Sona Jobert comme ça pour que... elle me fasse un plat, parce que c'est peut-être, si elle est habile avec ses instruments, je crois qu'à la cuisine, franchement, Sona Jobert, que tu aimes d'ailleurs. Ah oui, j'adore sa musique. Et tu la connais personnellement? Non, pas personnellement. Oui, je l'ai vue 2 fois, mais pas personnellement, mais quand même, je crois. Mais tu l'as rencontrée déjà? Oui. Ah, je crois que je vais contacter Sona pour qu'elle me fasse quand même un bon plat gambien, aussi délicieux et à son image, parce qu'on va dire qu'elle est très belle. Et aujourd'hui, c'est la... Comme on parle de la Gambie, aujourd'hui, on va dire que elle est ambassadeur de la musique, ou ambassadrice si tu veux. Non, ambassadeur, pourquoi je dis ambassadeur? Parce que j'essaie de mettre au masculin, au féminin, parce que c'est tellement ce qu'elle fait en termes artistiquement, c'est tellement je sais même pas de mots, quoi, voilà. Et elle nous a toujours impressionnés, Sona Jobert, parce que voilà. Donc quand tu me parles des plats du Gambien comme ça, c'est juste à son image, je pense à elle et puis je dis coucou, quoi. Voilà, nous revenons en deuxième partie de votre programme matinal. C'est l'heure du journal en français. Alors, Spaza, un groupe sud-africain particulier que moi j'adore, parce que déjà, il y a déjà 3 configurations que moi j'aime bien. Il y a le jazz, il y a le truc, il y a l'identité sud-africaine Zoulou dans le nom Spaza, qui veut dire dégradé, ce qui est dégradé, ce qui est vraiment le truc brut, quoi. Voilà, brut comme l'image, comme on regarde l'image. Et Spaza est composé des musiciens, de la chanteuse, et voilà. Et moi j'adore, donc contrebasse, voix électro, parce que quand tu écoutes la voix, il y a un fait électro dessus, que moi j'adore, c'est ce qui donne, qui ouvre un peu, c'est ce qui ouvre un peu la musique, cette musique jazzy, et la contrebasse, oh là là. Qui peut faire du jazz sans la contrebasse? Oui, mais en fait, moi, en écoutant cette chanson, d'ailleurs, je l'ai dit en off, j'avais du mal à rattacher certains instruments à la voix, en fait. J'avais l'impression que c'était décalé, les images font un peu psychédéliques. Mais c'est ça, Mimi. C'est particulier quand même. C'est de l'afrofusion, c'est ça de l'afrofusion. C'est tellement passionnant de fusionner ce côté, cette modernité dans les effets. Voilà. Oui, d'accord. Mais bon, c'est vrai que toi, tu es dans le domaine, tu arrives comme ça, comme tu disais, à rassembler les différents éléments avec la voix. Tu peux même les dissocier. Moi, lorsque j'écoute la musique, pour moi, tout est fusionné. La voix, l'instrument. C'est vrai, je peux écouter le son d'un instrument, mais sans forcément dissocier l'instrument de la voix. Là, vraiment, c'était dissocié. Alors, tu avais d'un côté un son et de l'autre, tu avais la voix, tu étais au milieu, tu te rendais compte que là, il y avait un petit écart.
comme ça, les yeux comme ça, un peu psychédéliques. Non, mais moi je trouve que c'est ça l'ouverture. C'est peut-être leur style aussi. Oui, mais c'est leur style, c'est l'ouverture musicale en fait. C'est l'ouverture musicale. L'ouverture musicale te permet de voyager à travers différents styles, des univers différents. C'est ça, c'est un accomplissement sonore. Parce que déjà, tu as ce côté brut, tu as la contrebasse qui vient donner ce feeling jazz, tu as les effets, voix, pas vocodeur, parce que le vocodeur c'est autre, mais tu as un feeling électrique sur la voix, et après tu as toute la culture sud-africaine et tout le concept spaza, voilà, qui veut dire, comme je l'ai expliqué, dégradé, brut, voilà, tu as tout ce concept-là, vraiment sud-africain. Authentique et spirituel. Voilà, et il y a beaucoup de recherches dans cette musique, que du bonheur, franchement. Et moi, je vous une musique presque que du bonheur. Comment tu l'as, je veux dire, comment tu as... Il faut carrément... Pour aimer, il faut... Je ne savais pas comment dire, parce que bon, franchement, sérieusement, j'ai pas kiffé. Quand j'ai entendu musique sud-africaine, je m'attendais à voir style Zoulou, avec la chorégraphie, avec on appelle ça comment, les voix très, très, très belles et très filtrées et autres. C'est vrai, la chanteuse, elle avait une belle voix, mais ça me le fait. En fait, c'est la musique que tu comprends pas. Il faut vraiment d'abord les aimer pour adopter. Hein. Après, bon, pour ceux qui aiment... Voilà. Moi, ça m'a en fait, j'étais à un niveau où en fait j'étais au milieu, et là il y avait la voix et là les instruments, et voilà. Ouais, voilà. Et il faut dire, bon, moi je vous comprends, c'est un genre de style qu'on n'écoute pas tous les jours aussi, il faut dire ça comme ça, et voilà quoi. Bon, nous qui sommes en quête de réaccomplissement musical, c'est normal que nous on voit les choses comme ça, mais moi je suis fan de l'afrofusion, franchement. En tout cas, c'était une belle découverte. Très belle découverte. C'est une découverte, oui, voilà, c'est une belle découverte. Et puis en découvrant, on peut commencer à aimer. Hein, à aimer, oui, lorsque c'est expliqué, oui. Les chansons que Stéphane nous présente ici souvent, j'ai souvent cette habitude-là d'aller encore écouter de façon plus posée à la maison. Ouais. Après, je finis par aimer. On ne sait jamais. Alors, Stéphane, nous continuons le flashback. Nous allons parler de la conférence nationale qui s'est déroulée au Gabon dans les années... Oui, dans les années 90, Mimi, excuse-moi, mais je vais être moi sur ce coup-là, parce que déjà... tu vas être moi sur ce coup-là, parce que déjà, c'est vrai que quand on parle de conférence nationale, on voit tout de suite le multipartisme, et on se dit que bon voilà, c'est des chefs d'État de cette époque des pays francophones qui en ont décidé. Entre-temps, l'histoire va plus loin que ça. Donc, on va d'abord regarder le flashback, et après on va venir pour l'explication. D'accord. J'ai toujours dit qu'aucune ethnie, aucune province, aucun département n'est supérieur à un autre. Et c'est justement, comme je venais de le dire, si je tiens à ce que nous nous rassemblons pour préparer demain la séparation dans l'ordre, lorsque chacun fera son parti, que je voudrais. Croyez-moi au nom de ce qui nous caractérise, la dignité, l'honnêteté, je pense que vous saurez faire œuvre utile. Il faut que le Gabon soit un pays qui, de par sa maturité politique et par les composants de son pays, aura ouvert la voie royale à toutes les démocraties. Nous avons par le passé vécu des périodes difficiles. Et c'est pourquoi, pour éviter un retour à ce que nous avons vécu il y a quelques années, que je vous invite tous à vous ressembler, sans oublier, comme je l'ai dit,
et la sensibilité politique de chacun d'entre vous. Pour ma part, croyez-moi, je n'ai jamais, comme on dû les dire ici et là, trompé le peuple gabonais. J'ai pris personnellement, sans contrainte, la décision de proposer un ensemble politique pour que nous puissions évoluer ensemble, pour que nous puissions évoluer dans l'unité, pour que nous puissions demain faire un gouvernement, des institutions où tous les courants politiques seront. Ok, d'accord. C'est comme je disais aujourd'hui, quand on parle de multipartisme, on voit qu'on se dit juste que voilà, les présidents d'Afrique francophone, parce qu'il n'y avait pas que le président Bongo, il y avait aussi le maréchal Mobutu, il y avait dans d'autres pays. En fait, on se dit qu'ils se sont levés un matin, ils ont dit que bon voilà, allons-y, maintenant c'est terminé, c'est plus le monopartisme, on va dans le multipartisme. Entre-temps, l'histoire nous rappelle que dans les... Montrez-moi s'il vous plaît. Voilà. L'histoire montre bien qu'en 1989, il y a la destruction du mur de Berlin. Donc il y a l'atmosphère de liberté, de nouvelle liberté qui touche le monde. Et le continent africain n'est pas épargné. Donc justement, il fallait se soumettre à ce vent de liberté. La liberté qui veut dire que voilà, l'équité, c'est-à-dire que tout le monde, tous les partis politiques, tous les courants politiques, les syndicats, tous ceux qui ont le droit de s'exprimer. Et 89, l'année 89 qui est une année assez chaude pour le monde, parce qu'on dit c'est vraiment l'effondrement on ne parle plus parce que le monde était divisé en deux parties, il y avait les capitalistes et les communistes. Donc la destruction du mur de Berlin a fait en sorte que ce courant normalement disparaisse. Donc les nouvelles formes de liberté arrivent dans le monde, et voilà, et c'est comme je disais, et les présidents d'Afrique francophone n'ont plus le choix à ce niveau. Et justement, le président Omar Bongo, à cette époque, il répond positif à ce concept-là, dont il fait une conférence en 1990 et se prononce sur la question du multipartisme en disant que, et il répond favorablement en disant que oui, il accepte maintenant qu'il y a plusieurs partis politiques qui peuvent être dans la course électorale ou être dans la souveraineté du pays. Donc c'est un peu ça l'histoire. Le flashback. Et voilà. D'accord, merci Stéphane de nous avoir ouvert. C'est gratuit, c'est ça? Non, ça c'est payant, après tu payes parce que ça c'est difficile. D'habitude c'est gratuit, mais pour ça tu payes. D'accord. Et nous allons continuer, Prisca. Le président Omar Bongo Ondimba aime beaucoup les proverbes, oui, bien sûr. les citations, lorsqu'il s'exprimait en tant que sage, bien sûr, il employait toujours certains proverbes, des maximes, il employait toujours Il avait toujours sa touche personnelle à lui quand il faisait ses discours. Il ne finissait jamais ou ne commençait jamais un discours sans dire « j'ai l'habitude de dire ». Je dis souvent. Et je suis sûre que de chez vous, vous vous rappelez déjà quelques-unes de ces phrases. D'accord, que tu nous... Homme public, homme éloquent, lors de ses discours, il savait captiver l'attention par la profondeur de ses paroles, ainsi que de sa sagesse, qui peut dire ne pas avoir en tête une phrase, une citation, d'Omar Bongo Ondimba. Et si tel est le cas, on va faire un tour d'horizon pour se rappeler de ces petites phrases qui nous ont tous marqués. Déjà homme de famille, le président Omar Bongo Ondimba était très soucieux de la jeunesse gabonaise. À leur égard, il disait entre autres « La jeunesse remplace les anciens. Penser à la jeunesse, c'est de rétablir, de veiller à leur bien-être pour que demain leur soit un jour meilleur. » Et pour que cet esprit de famille nous habite tous, il renchérissait en disant « Quand un Gabonais va à la chasse, tout le village se partage le gibier. » Pour sermonner ses détracteurs qui se faisaient parfois passer pour ses amis, il mettait en garde en leur disant que le Gabon est une maison de verre, du dedans et du dehors. Tout ce qui s'y passe, on finit toujours par le savoir. Le Gabonais est réputé être hospitalier, sans distinction de race ni de nationalité. Et à cet effet, le président continuait à nous l'inculquer en ces mots. Quand un étranger vient vous apporter sa force de travail, apportez-lui en retour votre hospitalité, votre amitié. À la gent féminine, en qui il avait beaucoup de respect et d'admiration.
Il disait « La valeur d'une femme se reconnaît par ses actes et non par le nombre de ses mots. » Une façon de dire que la femme, ce n'est pas seulement celle qui bavarde, mais surtout celle qui pose des actes positifs, qui apporte aussi sa contribution à la construction de l'édifice Gabon. On n'oubliera pas ce proverbe arabe qu'il aimait à utiliser lors de ses campagnes électorales lorsqu'il voulait titiller ses adversaires. Le chien aboie, la caravane passe, pour montrer souvent sa détermination à aller jusqu'au bout des choses. Des phrases de cet homme, il y en a tellement. Jusqu'à ces derniers jours, il nous a marqués, en nous disant indirectement au revoir en ces mots. J'ai pour habitude de dire « Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons ». Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse, nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit « Amusez-vous ». Mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon. Et voilà, ces multiples phrases, j'ajouterais même la jeunesse est sacrée, je le disais tout le temps. En prélude de l'émission, il disait aussi je préfère l'injustice à la violence. Parce qu'un enfant, lorsque il s'agite un peu, on peut le faire asseoir et le recadrer, mais lorsqu'il a fini de tout casser, on ne peut pas recoller la tasse qui s'est déjà cassée en 1000 morceaux. Il y avait tellement de phrases. Parlons de phrases aussi, Stéphane. Au début de l'émission, nous avons justement parlé de son rôle par rapport à la discrimination, à la politique ségrégationniste du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a beaucoup quand même contribué. Il a soutenu des partis de libération noire d'Afrique du Sud, notamment l'ANC aussi, et il était un très bon ami de Mandela. Ouais, ça ne cadre pas avec la phrase « je préfère l'injustice à la violence » parce que déjà, quand je prends le contexte de l'ANC aujourd'hui, injustice, c'est pas bien du tout. Et la violence, c'est pire. Et c'est pas aussi bien. Donc, les deux ne sont pas bien, mais voilà, la violence, c'est pire. Il faut choisir quand même l'équité, c'est mieux. Moi, je pense qu'il devrait dire qu'il préfère l'équité qu'à tout ça. Ça, c'est c'est mon point de vue. Et par rapport à maintenant, à l'apartheid, justement, c'est comme je disais au début que tout le monde entier était choqué par ce qui se passait en Afrique du Sud à cette époque. Déjà parce que la ségrégation dans l'apartheid était une violence à outrance pour les Sud-Africains noirs. Voilà, donc on se questionnait surtout sur la solidarité africaine à cette époque, que bon voilà, Fela Kuti aimait le dire, de black cannot a minister de black. Donc ça veut dire comment les Noirs, en fait on ne pouvait pas comprendre que les Noirs pouvaient rester indifférents à ce qui se passait en Afrique du Sud. Et le président du Gabon à cette époque s'est montré, actif à ce fléau qui touchait vraiment l'Afrique du Sud. Qui touchait l'Afrique du Sud et qui touchait aussi Mandela, parce qu'il a été aux côtés de la famille Mandela, la famille de Mandela pendant qu'il était en prison. Oui, l'Afrique du Sud. Et après, justement, le Gabon a même été, le Gabon a même été, avec le Malawi, les seuls pays d'Afrique noire à avoir une ambassade à Pretoria. Oui, bien sûr, donc, mais c'est vraiment après c'est une reconnaissance. Après c'est une reconnaissance. C'est vrai que Mandela, quand même, voilà. Mandela a bien reconnu cette amitié, ce soutien pendant l'apartheid. Oui, bien sûr. Après, Mandela sort de prison. Après, lorsqu'il sort de prison, il remercie quand même tous ceux qui l'ont aidé. Dont sa visite au Gabon en 1991. Et après quelques années plus tard, le Gabon rend hommage à Mandela en donnant le nom d'application. Oui, le lycée d'application qui est devenu le lycée Nelson Mandela. Ouais. Et voilà quoi. Et en 2008, Nelson Mandela aussi a reçu la distinction de docteur honoris causa de l'université Omar Bongo Ondimba. Mais Nelson Mandela n'est pas venu qu'une fois au Gabon parce qu'à l'issue de son mandat en 1999, il est revenu pour 15 jours pour se reposer. Voilà, pendant 15 jours. Oui. Et les relations entre les deux hommes, les deux hommes d'État étaient vraiment, même entre les deux hommes, c'est vraiment une relation d'amitié. Bon, là, c'est toi qui sais, mais sinon... oui, c'était une relation d'amitié entre les deux hommes. Ah oui. Il y a que chez quelqu'un en qui on a vraiment confiance qu'on va se Qu'est-ce que j'ai dit?
surtout lorsqu'on parle de Mandela. D'ailleurs, on va voir lorsqu'il est arrivé au Gabon, ces mots, là, ce sont les mots de Mandela. Ma délégation et moi-même, nous avons répondu à l'invitation envoyée par le président Bongo parce que nous souhaitions remercier le président et le peuple gabonais de leur effort considérable pour obtenir ma libération et celle de mes camarades. Oui, bien sûr, c'était vraiment... Ça, ce sont les mots de Mandela. Donc, c'est vraiment, il y avait une gratitude derrière, une reconnaissance et le président Omar Bongo a bien répondu à ces mots en disant « Honnêtement, je souhaite que tous les Africains puissent se comporter de la même manière que Mandela, bien sûr, c'est-à-dire comme si le pays appartient à tout le monde. Mandela et de Klerk viennent de nous donner aux gouvernants comme aux chefs de l'opposition une leçon. Mandela a choisi de laisser le passé derrière lui et ne pas exclure les Blancs. Il n'a pas cherché à se venger parce qu'il était le plus ancien prisonnier. Il n'a pas dit qu'il ne gouvernerait qu'avec son parti et ses amis. Il a tendu la main à tous. Donc, cette relation, cette amitié, c'est vrai, a beaucoup été saluée un peu partout. En tant qu'intellectuel, après c'est discutable, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais sinon, après, je dirais que le combat n'a pas été facile. Déjà, le combat n'a pas été facile parce que déjà, le système d'apartheid est un système verrouillé, à tous les niveaux, vraiment verrouillé. Il y a eu beaucoup de mouvements dans le monde, hein, que des concerts à Londres, partout dans le monde. Et justement, l'Afrique ne pouvait pas rester indifférent. Donc, il s'est vraiment battu, le président gabonais de cette époque s'est vraiment battu. Vraiment battu avec d'autres, hein, pour que Mandela soit libéré avec tous ses amis. Avec tous ses camarades. Voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'après, lorsque Mandela a été libéré, c'était une fête c'était une fête en Afrique, c'était la fête. Mais lorsqu'il était en prison, lorsque c'était difficile, il s'est quand même souvenu qu'il y avait le Gabon qui était là, qui l'a soutenu. Et c'est important comme ça, hein, de se sentir soutenu, que sa famille, surtout en sachant que sa famille est soutenue par un pays, par un président, par un ami, par un pays. Ça il faut le faire. C'est louable. Jusqu'aujourd'hui, on voit vraiment que ces deux pays ont vraiment une connexion très visible. Lorsque tu es gabonais, tu vas en Afrique du Sud, les problèmes de visa, c'est réglé pour toi. Oui, voilà, tout à fait. C'est des choses comme ça qui sont là, qui ça existent grâce en fait de cette partie de l'histoire entre le président Omar Bongo Ondimba et Nelson Mandela. Du Gabon et puis d'Afrique du Sud. Voilà. Oui. Voilà. Et puis on va, comme ça, on va continuer. Toujours nous parlons de l'Afrique du Sud, du Gabon, de l'implication du président pour cette lutte anti-apartheid, Stéphane. Oui, c'est comme on disait, la lutte anti-apartheid n'a pas été chose facile. Ça n'a pas été un système verrouillé comme ça, un système de discrimination à l'image des États-Unis. Il faut vraiment, ou à une période où on est dans les années 80-90, il faut savoir que où l'Afrique, autour de l'Afrique, il traverse un côté sombre. Il faut vraiment le faire, quoi. Je dirais, il faut vraiment le faire, aller négocier comme ça en tant que noir à cette époque, en tant qu'Africain, en tant que pays qui connaît maintenant, une démocratie nouvelle, parce qu'on est dans les années 80, on ne parle pas encore la démocratie dans des pays comme peut-être le Gabon et autres, on va le dire, c'est dans les années 90 que ça a été, d'où la conférence nationale qui a été vraiment saluée. Donc on va dire que c'était vraiment pas facile, donc en tant qu'Africain, en tant que Noir, aller combattre, demander, négocier, vraiment ça il fallait le faire, et ça bravo. Et ça, bravo, comme le dit Stéphane Prisca au président pour cette participation, on va dire comme ça, à l'histoire quand même je dirais à l'histoire de l'apartheid, Stéphane, à l'histoire aussi de Nelson Mandela quand même. Ouais, je dirais plus, moi personnellement, je dirais plus l'histoire de l'apartheid parce que en fait, moi, je trouve, bon, ça c'est moi après, hein. Il n'y a pas que Mandela qui a été victime de l'histoire de l'apartheid. Ça, il faut quand même le dire. Il y a eu beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Mandela, au moins, il a eu une chance d'être en vie. Il y a eu les 6 Biko qui se sont battus pour l'apartheid. Il y a eu ceux qu'on n'a même pas connus, hein, qui se sont battus pour l'apartheid, qui n'ont pas eu le temps. Donc, moi, je dirais plutôt qu'ils s'étaient battus pour l'apartheid. C'est vrai que Nelson Mandela est ce symbole qui représente, voilà, mais quand même, il y a eu beaucoup d'autres.
voilà, qui aura aimé vivre à cette époque, par exemple. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut aller plus loin, expandre les choses. Je pense qu'il s'est battu pour l'apartheid. Voilà, et il fallait avoir beaucoup de force d'abord, de courage aussi pour s'engager comme ça. Oui, bien sûr déjà. Surtout à cette époque-là. Surtout à cette époque où la loi du plus fort était la meilleure et où le plus fort, c'était le blanc. Mais lui, le président Bongo, il est parti. En tant que sage, d'abord, il a su réconcilier les deux personnes parce qu'il aurait pu peser du côté de Mandela en disant c'est mon frère de race. En tout cas, l'encourager peut-être même à se révolter. Mais il a fait quoi? Il a encouragé celui qui était un peu dans une situation, je peux dire quoi, la plus emmerdante, en lui remontant le moral, en soutenant sa famille, mais en même temps en assistant lors des réconciliations, sans toutefois demander à l'autre de se prendre la tête. De rester insensible à cette époque-là, c'était quand même inhumain. Il a montré quand même son côté humain, qu'il faut se soucier de tout le monde, sans distinction de race, sans distinction de peau. Et lorsqu'on continue toujours avec les hommages, Stéphane, on parle de culture. C'est un homme aussi qui est maintenant sur la culture traditionnelle, mais aussi comme ça, la culture, on va dire, urbaine, la culture mondiale, puisque le Gabon a reçu le roi de la pop. Oui, on va dire que déjà le Gabon est un pays qui s'est ouvert à l'international depuis les années 80, depuis les années 80-70 même. Donc il y a eu beaucoup de stars qui sont arrivés au Gabon, dont Michael Jackson en 93. Il y a eu il a fait le Gabon, il est dans le Togo, le Wellington, et voilà, comme on peut voir dans les images. Et c'est important, c'est une ouverture à l'international, c'est bien, et puis c'est aussi et l'extérieur va avoir une vision sur le pays. En fait, c'est bien vendre le pays. Voilà, je dirais ça comme ça. Oui. Sans oublier que c'est vrai que lorsque même Michael Jackson est venu, il est rentré dans la tradition. Il a comment dire ça, il a aimé certains rites et rythmes traditionnels, et même lorsqu'il est reparti aux États-Unis, il a utilisé certains, on va dire quoi, certains rythmes dans ses morceaux, dans ses tubes. Oui, en tout bon musicien, en tout bon mélomane aussi. Lorsque tu arrives en Afrique, nous on a cette particularité d'avoir des courants musicaux qui n'existent qu'ici. Et lorsque tu viens ici en Afrique, comme Michael Jackson qui est venu au Gabon, lorsque tu écoutes une sonorité nouvelle qui n'existe nulle part qu'ailleurs, c'est normal qu'après tu as envie de l'expérimenter sur d'autres plans, comme le morceau dont tu parles, qui est un morceau qui a marché, dont les rythmes traditionnels sont originaires de Wotogwe. Et après... Voilà quoi, c'est comme je disais, on vend bien le pays se fait bien remarquer à travers l'arrivée de ces stars. Oui, et c'est notamment le rythme ngwata qu'il a pris. Ouais, bien sûr. Dans ses musiques. Et c'est bien parce que ça montre justement comme ça une connexion, je dirais, culturelle, et puis aussi un genre de retour aux sources. C'était un retour aux sources pour Michael Jackson. Oui, retour aux sources. Oui, déjà musicalement parlant. Au retour aux sources, je ne sais pas, je peux me prononcer parce que je ne sais pas dans quel contexte Michael Jackson est venu ici. Déjà, je ne sais pas. Mais retour aux sources, déjà se ressourcer musicalement, peut-être oui, parce qu'après, il a fait de ça un produit. Donc c'est qu'il est venu ici ressourcer musicalement. Ouais. Il s'est chargé musicalement. Il s'est chargé musicalement, Prisca, c'était aussi afro-américain, comme on les appelle. Quelque part, parce que je me rappelle à cette époque, j'étais encore toute petite, mais nous on était au village, quand on nous disait Michael Jackson, il est à Libreville, qui ne rêvait pas. On était dans tous les sens, et je me rappelle, c'est cette année, on disait à ma maman, est-ce que tu sais qu'il est devenu blanc parce qu'il était malade? Ma mère a dit non, jamais, c'est faux. Il n'était pas noir. Et maman disait, vous voyez, là, le président est en train de vous faire plaisir, vous qui aimez. Parce qu'à cette époque, Michael, c'était l'idole de tous les enfants. Dès qu'on voyait Michael Jackson avec son moonwalk, le fait que le président Bongo l'ait fait venir ici, ça fait de lui un héros dans le cœur de plusieurs enfants. Autour aux sources, maintenant, en parlant de ses origines africaines aussi, parce qu'il reste des Afro-Américains. D'accord, nous allons continuer avec la culture, mais nous allons vous proposer une petite musique de transition. Oui, très belle musique, très belle mélodie, très belle voix et franchement, beau paysage aussi. Et franchement, c'est... Belles images. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est bien. En fait, ça m'a transporté vraiment dans la mélancolie.
et aussi dans les mélodies. Et franchement, ça le fait. Big up. Non, mais big up. Et puis je crois qu'il chante en boulou, c'est ça? Oui, je chante en boulot. Ouais, très belle langue. Ça correspond, quoi, franchement. J'ai été séduit par la musique. Tu as été séduit par la musique, Ouais. c'est la culture africaine. Elle nous fait toujours beaucoup de bien comme ça pour terminer la semaine. Et nous continuons, Stéphane. Nous parlions de Michael Jackson, de l'avenue au Gabon de Michael Jackson, toujours dans le cadre de l'hommage au président Omar Bongo Ondimba. Il y a aussi eu, bien avant lui, James Brown. Oui, James est venu ici au Gabon dans les années 70. Il a fait un concert à Likwala qui se trouve vers Matavea, pour ceux qui connaissent, hein, un quartier de Libreville. C'était vraiment un moment gigantesque parce que James, tu faisais venir James Brown et les Famous Flames à cette époque. Franchement, c'est que parce que James Brown, c'était high des high. Parce que James Brown, même à Paris, pour qu'il arrivait, c'était très difficile. Voilà, parce que et justement, le président a fait en sorte a donné aux jeunes Gabonais de cette époque, Lord James Brown, et c'était un moment quand même inoubliable, parce que souvent quand je parle de ça avec mon papa et tout, il me parle de ça, des souvenirs. Il était au concert? Il habitait même Nicolas à cette époque, donc lui il a vécu carrément l'histoire carrément de James Brown, parce qu'avant que je ne regarde le Mémorial du Gabon, parce que si tu vas dans le Mémorial du Gabon, tu vas regarder, je vais avoir James Brown, il me parlait de ça, je disais à l'époque, tu connaissais pas, en fait, tu étais tout petit. Non, moi je connaissais pas. Il m'a parlé, quand il me parlait de ça, j'étais adolescent. Et moi j'ai grandi avec la musique, avec les vinyles. Et je disais, oh papa, arrête. James va venir faire quoi ici? Attends, James, le Famous Flame, attends, c'est pas possible. James Brown, c'est un dieu chez lui. Après, il me dit, mais si, regarde le mémorial. Et quand tu regardes le mémorial du Gabon, effectivement, James Brown, tu vois sa photo. Il était tout jeune aussi, James Brown, lorsqu'il est arrivé au Gabon. Voilà, il a fait 3 pays, je crois. Il a fait le Nigeria, il a fait le Gabon, il a fait le Congo. Voilà. Et c'était vraiment magique, quoi. C'était vraiment magique. Parce qu'il m'a raconté, il me dit qu'il y avait tellement de monde, c'était tellement plein de gens, les jeunes découvraient aussi la funky américaine. C'était vraiment, voilà, quoi. C'est comme je dis, le Gabon était à l'heure des steaks depuis. Voilà pourquoi je dis être africain c'est bien, mais être ricain c'est mieux. D'où l'expression. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut dire qu'à cette époque, le président Bongo, il aimait aussi, donc, en fait, il aimait la musique, non seulement la musique traditionnelle, mais tous ces grands artistes dont on parlait, tous ces grands artistes planétaires. Mais un Africain qui n'aime pas la musique, ça existe? Je pense pas. Oui, c'est vrai, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, naturellement... Non, naturellement. Après, ça dépend de la musique que tu aimes et comment le son il est dosé. Oui. Maintenant, après, c'est normal qu'il aimait la musique comme tout Africain et voilà. Kool and the Gang aussi. Kool and the Gang, c'était carrément le pied parce que Kool and the Gang, à l'époque, c'était carrément c'est cette génération des années 80, de la funky des années 80. Oui. Donc, quand ils arrivent, ils cassent comment la baraque. Et il y a eu quoi? Il y a eu beaucoup. Il y a eu Sydney qui est venu en 84, qui a donné au Gabon, qui a donné vie à la danse urbaine au Gabon, parce qu'on était tous, les Gabonais à l'époque dansaient un peu les haïkos comme on à l'époque, parce qu'on était influencé par la musique des Congolaises. Après Sydney, avec son HIP en 84, lorsqu'il arrive, il donne cette vague, ce mouvement à la culture gabonaise, et les Gabonais ne sont jamais remis. Ça donnait naissance au groupe comme les Mauvais Esprits de Boston, dont Mino qui était le leader, et voilà. Il y a eu Platini qui est arrivé avec Pelé en 81, quand Bob Marley aussi est arrivé, parce qu'il devait avoir un grand match, Santos, l'équipe Santos de Pelé, le club de Pelé, et Saint-Étienne où Platini jouait, et il devait avoir un match, et le match s'est joué, et à l'Unisport, et c'était agréablement bien. De cette époque, c'est vrai que j'ai un vieil esprit, mais je suis tout jeune. Non, t'as pas un vieil esprit. C'est vrai que c'est comme si ça se dit, lui il était déjà né à l'époque là. Qu'à cette époque-là, je pense aussi aussi que vivait déjà, planait déjà dans les airs. Que le président justement se disait que peut-être les jeunes ont besoin de ça. Cette histoire, les jeunes Gabonais adorent la musique. C'est dommage. Moi j'ai toujours dit, et c'est un coup de gueule. Hein, c'est dommage pour l'archivage. Au Gabon, pour moi, c'est vraiment un handicap. Et quand je le dis, c'est pas pour tirer sur quelqu'un, c'est pour encourager cette culture d'archiver les choses. Oui. C'est très important parce que ça fait partie de notre histoire. De notre histoire. Et il faut la retracer, il faut raconter. Et là, c'est parce que justement, c'est cet hommage qui nous permet de voir que ce grand homme aimait bien la musique.
si moi j'ai cette faculté à de travers lui, raconter beaucoup de stars sont cette venues au Gabon. histoire-là, c'est parce que peut-être j'ai eu la chance d'être avec des personnes qui ont vécu ces histoires, qui ont des photos dans leurs albums, là, qui gardent tout secrètement, qui ne veulent pas donner aux gens. Mais il y a d'autres jeunes comme moi qui aimeraient bien connaître cette histoire. Donc franchement, est-ce que si vraiment l'État gabonais peut vraiment mettre les moyens dans l'archivage gabonais, franchement, ce serait très bien, quoi, parce que c'est bien de parler comme ça avec des faits, montrer que voilà, parce que c'est pas des histoires. Il y a eu beaucoup de gens, des personnalités qui sont venus, de grands musiciens. Là, nous avons juste montré, Michael Jackson et James Brown. C'est vrai qu'elle est venue, on croit qu'elle est venue très tard, mais elle était déjà là dans les années 75, quoi, là, elle est venue ici au Gabon, et on peut voir ça dans le documentaire qu'elle a sorti. Donc tu vois que il y a beaucoup, en parlant maintenant d'Africains, les chefs d'État, il y a eu le président Nyerere ici en 79. Voilà, c'était tellement, lorsqu'il arrive, c'était tellement bien. Tu vois, il y a eu beaucoup de personnalités qui sont arrivées ici au Gabon et voilà, quoi. Et justement, presque toutes ces personnalités, toutes ces stars de la musique, on en parle aujourd'hui par rapport à l'hommage au président Bongo, comme ça, la culture, l'amitié. Là, on parle Stéphane nous a parlé de beaucoup de stars. C'est vrai qu'on ne peut pas, comme ça, on ne peut pas l'imaginer. Voilà, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas. On cite comme ça, mais il y a tellement à dire sur chaque star, ce qu'il a pensé, le témoignage qu'il a gardé du président défunt. Oui, et Stéphane a tout dit en disant que l'archivage elle est importante parce que comme on dit souvent, les paroles disparaissent et les écrits, et j'ajouterais les photos aussi. Ça aurait été important qu'on puisse montrer toutes ces choses ici. Et Bongo, président Bongo, comme on le disait déjà en prélude, en fait pour moi c'était un être humain, c'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui aimait bien la vie et il exprimait quand il y a l'occasion et il le faisait vivre à son entourage et aux jeunes. C'est-à-dire qu'il regardait par rapport aux tendances actuelles. Il se disait, bon, en ce moment, les enfants aiment tel musicien, bon, c'est telle fête en ce moment, je vais faire venir tel artiste. Et ceux qui ont eu la chance de vivre cela, ils gardent des souvenirs mémoriaux, il faut le dire. Avec des concerts populaires aussi qui étaient donnés, Stéphane. Ouais, des concerts populaires, c'était bien, mais ça cassait le business de la musique, il faut le dire, hein, parce que... Après, c'est toujours pas un coup de gueule, c'est aussi encourager aussi la musique. Oui, mais déjà, Stéphane, oui, d'accord, mais lorsque mais lui, toi, tu es d'abord faire plaisir. Voilà. Ce que je dis, j'en viens, pourquoi je dis c'est pas pour. Ça, je dis c'est pas. Ça, je dis c'est pas. Cela, je dis je tire pas, mais. Je parle d'une réalité, d'un fait que c'est bien. Non, c'est super. Mais non, ça ne casse pas. Plus que moi, je suis allé assister, je n'ai même pas payé. Moi, je dis donc, ça me faisait plaisir. Ça casse pas pour casser Stéphane, parce que même lorsque toi, artiste, excuse-moi, tu es artiste, tu viens faire un concert populaire, je pense que tu es quand même rémunéré pour ce concert. Oui, mais après. Même si le public est là. Sans oublier le fait que, Mireille, ceux qui font par exemple des concerts en showcase, par exemple, on voit des artistes qui font des concerts où on doit aller débourser 20 000 francs d'entrée. C'est pas donné à tout le monde. Oui, du coup, c'est bien quand quelqu'un offre comme ça. Tu te fais découvrir à une certaine minorité de personnes. Alors que le concert populaire, il te donne cette expansion-là de popularité. Vous avez raison, j'ai pas de tu es quand même en fait rémunéré d'avance. Je suis pas en train de contredire. Tu es bien rémunéré. En effet, les largesses du président Marbongo Ondimba. Où j'ai envie de revenir. Ce que j'ai pas dit que ce que vous dites, c'est vrai. Plus qu'un concert. Attends, c'est clair que si, une grande star arrive même ici, c'est clair qu'il n'y a pas de grande salle et peut-être la popularité de cet artiste ne pourra pas contenir cette salle. Donc il est légitime de faire un concert populaire, je suis d'accord. Voilà, je dis casser le business dans le sens où après, c'est une vérité concrètement, ça a mis les artistes aussi du pays maintenant en mal. Parce que imagine-toi que Michael Jackson ou bien je ne sais pas qui, Jay-Z arrive. Ici, il y a un concert populaire, entrée gratuite. C'est bien, on va aller voir, machin. Après toi, Vanina, qui est une artiste, exemple, machin renommée, tu veux faire dans le même calendrier, un concert. Pourquoi tu es obligé de faire à la même date? Non, je dis après, même des mois après. Je dis même des mois après, même des mois après, tu fais un truc, tu vois. Après, comment dire ça?
le public gabonais, tu l'éduques par rapport à la notion de payer, de payer les... Il y a beaucoup de concerts tickets, populaires avec des Parfois, artistes locaux. Après, justement, tu m'enlèves le mot de la bouche. Après, maintenant, Il y a après beaucoup lorsque de tu vas faire ton concerts concert populaires. à guichet fermé, par exemple, c'est 2000 balles entrée, tu vois que la culture d'aller payer maintenant un concert 2000 balles, ça va disparaître, il va rester peut-être que les fans. Pourquoi pas? Mais comme non, ça, non, c'est non, le non, business. non, toujours des concerts On n'est pas Je pense petit, pas. mais oui. On reste toujours dans cette logique-là qu'il peut y avoir des concerts populaires comme il peut y avoir aussi des... Moi, je suis pour. Je suis pas contre, mais moi, je fais partie du business, j'encourage le business musical, et pour nous, le business musical, c'est important. Donc, c'est bien, populaire, mais quand même, à un moment donné, c'était quand même un peu trop, quoi. Un peu trop par rapport à... Parce que c'était trop gratuit maintenant, tellement gratuit. Non, c'est pas... Il y a des concerts, qui sont payants, et même les artistes locaux se produisent de la cote de souvent popularité. aussi. Si ces artistes-là venaient de leur populaires. propre chef ici, je pense qu'ils ne feraient pas de concert populaire. Parce que quand l'artiste lui-même il vient, il se dit, moi je vais aller faire mon spectacle à moi. Il fixe ses tarifs. T'inquiète, à l'époque... Et c'était quand même des artistes de renommée mondiale qui pouvaient se payer un concert de Michael Jackson. Si Michael Jackson venait ici et qu'il disait qu'à mes frais, payer mon concert. Les gens devaient payer. James Brown vient au Gabon, c'était le Famous Flame, non, là c'était magique, tu peux pas imaginer. Qu'il demandait. Même si c'était 100 000 mais pas tout le monde. Il a d'abord fait ça dans l'esprit de faire plaisir aux enfants. Dire que même c'était 100 000, on aurait payé. Je ne pense pas que ça puisse tuer la volonté. C'était autre chose. Ceux qui avaient les moyens. Non, les moyens devaient sortir, c'était autre chose. Non, je te dis la vérité. Mais pas tout le monde. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une petite histoire. Oui. Tu sais, Tiken Jah Fakoly vient ici en 2002, il est prieur et fille. Il vient ici, je te jure, Mimi. L'entrée, c'était 2000 balles au CCF, c'était pas encore l'Institut français, encore le CCF, Saint-Exupéry. Je te jure, j'étais vraiment ce qu'on appelle broke. Rien. Mais je te dis que... Comme d'hab. Je suis allé, quand j'ai dit à ma mère, donne-moi 2000 balles. Elle me dit, c'est pas possible. Je dis, comment ça? Tu vois pas que je compte même, je dis à ma mère que tu vois pas que déjà comme je suis en train de venir, tu me dis, on fait comment? Je te dis qu'il y a des trucs sombres qui viennent dans ma tête. Que comment je vais faire pour trouver 2000 balles? Tu peux aller vendre la chaussure de la matière. Je te dis que j'étais même prête à aller vendre le TV pour aller... La passion m'avait... Non, en fait, Tiken Jah Fakoly vient au concert au Gabon et moi, je ne suis pas là. Mais c'est pas possible. Le concert ne peut pas avoir lieu. Et finalement, qu'est-ce que tu as fait pour avoir tes 2000? Mais je te dis que je suis allé prendre la machette. J'ai vu une vieille maman, j'ai dit que je vais débrousser ta plantation. Je me suis mis en short. C'était un soleil de plomb. Tu comprends, non? J'ai pris un frangin, on a débroussé, elle me donne 1500, donc il reste 500. J'ai dit à la vieille j'ai déjà 1500, donc moi j'ai 500. Maman, quoi, voilà, j'ai déjà 1500. La vieille, donc moi, elle me dit, Mani, 500 là, il n'y a pas, je sens que... Elle voulait t'embêter. Je cogite, je sens que non. Elle avait scellé son sac, elle avait scellé tout, par clair, que non. Le petit là, il va sortir en vampire. Je te dis. Ça après, comme Dieu m'aime, j'ai une tante qui vient et tout, une tante, salut tante Bertie et tout, elle vient et tout, elle passe et tout, machin. J'ai dit non, là. J'ai voté que je suis malade, machin, je suis même malade. Et puis je transpirais, donc je venais de débrousser. Donc je dis je suis malade, machin. Elle m'a donné 5000 balles, j'ai dit oh Dieu, c'est pour te dire que quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, c'est une leçon de vie. Hein. Là quand tu parles de 2000, c'est pas 100 000. C'est une leçon de vie, hein. Une leçon de vie. Hein. C'est pour te dire que quand tu veux vraiment quelque chose dans la vie, tu comprends. Là, tu veux vraiment. De 2000, parce que mon esprit... Non! Un concert à 150 000. C'est pour te dire que même c'était 150 000, ça devait sortir. Quand tu aimes, moi, Tiken Jah Fakoly sortait, puis c'était la bonne France-Afrique, imagine. France-Afrique chantait ici à Libre. Non, attends. Si j'étais pas au concert, le concert devait pas. Il devait faire le concert pour moi. Mais oui, forcément. Non, dans la vie, quand on veut quelque chose, quand tu vas assister, parce que la musique c'est magique. Si James Brown venait, il faisait exemple, bon, c'est vrai que 100 000 c'est trop. Il faisait un concert quand même, genre 15 000 balles. Ça devait être fou. Mais c'était quand même full. Non, mais là c'était gratuit, c'est normal que c'est full. Mais s'il faisait même, voilà, ça devait être très non, mais en fait, il offrait ça en pensant à toutes les couches sociales, Stéphane. Ouais, non, mais non. En pensant à toutes les couches sociales et. Ouais, bien sûr. Et puis, c'était ça la générosité. Les jeunes en avaient besoin à cette époque parce que c'était vraiment bien. C'était vraiment le père, hein, parce que lui, je me rappelle, il y a des choses qu'il faisait vraiment en bravant le danger carrément. Parce que je me rappelle une année, il y avait eu, on appelle ça comment? Une hécatombe de bac au Gabon où tous les enfants pleuraient de partout. Le gars a dit, mes enfants ne peuvent pas pleurer comme ça.
Non, mais c'est pas bien ça. Bah, c'est ce que je dis, qu'il bravait le danger. Vraiment, au détriment de son autorité, il disait non, moi je ne veux pas voir les enfants pleurer. Lorsqu'il y avait des grèves, lorsqu'on appelait, voilà, il y a tel syndicat avec tel personnel de telle entreprise, ils sont en train de casser, il dit j'arrive. Quand il vient les enfants, avec son timbre vocal particulier, les enfants, calmez-vous, restez tranquille, papa. On fait maintenant le bac de foi. C'est chaud. Voilà, notre matinale s'achève sur cet hommage au président Omar Bongo Ondimba. Est-ce qu'on se retrouve lundi? On se retrouve lundi, juste pour rappeler qu'un hommage, c'est pour dire qu'on garde des souvenirs particuliers avec cet homme et on ne veut garder que le meilleur, d'où notre idée de vous faire plaisir ce soir, en ce jour, à travers ces images et ces petites histoires en hommage à Omar Bongo Ondimba. On se retrouve lundi dans un lundi Presse-Sport. Stéphane. Bon week-end à tout le monde. On se retrouve lundi pour une matinale assez sport, assez physique. Je vais poser une question à Mimi. Prix d'achat égal? Non, je vais pas. Prix d'achat égal? Stéphane, prix d'achat égal. Prix de vente plus frais. Point. C'est fini, on a fini la matinale. Tu ne fais pas un truc? Alors on se retrouve lundi. Ça, j'avais solo. Passez une excellente journée et passez aussi un excellent week-end en compagnie des programmes de la belle télévision et radio et à lundi. Non Stéphane, non. Prix d'achat, Mimi ne connaît pas.